Imaginez, si vous le pouvez, que dormir était autrefois l'une des choses les plus dangereuses qu'une personne puisse faire. Chaque nuit, lorsque l'obscurité tombait sur l'Europe médiévale, des millions de personnes faisaient face à un choix qui pouvait signifier la vie ou la mort. Mais vous voici maintenant, en sécurité et au chaud, prêts à vous plonger dans un sommeil paisible, tandis que nous explorons ensemble ce coin réconfortant de l'histoire. Fermez les yeux et installez-vous confortablement, sachant que les dangers que nous découvrirons ce soir sont restés derrière nous, il y a des siècles, de simples ombres dans le tissu du temps. Ce soir, nous voyageons de retour à l'année 1351, vers un monde où le simple acte de s'allonger pour se reposer comportait des risques qui nous sembleraient inimaginables aujourd'hui. Imaginez-vous traversant le brouillard du temps, vos pieds touchant les rues pavées d'un village médiéval. L'air est frais et pur dans votre imagination, portant le doux parfum de la fumée de bois et de la terre humide. Vous êtes parfaitement en sécurité ici dans notre voyage, un observateur invisible des secrets les plus fascinants de l'histoire. Dans ce monde lointain, lorsque le crépuscule peignait le ciel de douces teintes de violet et d'or, les familles se rassemblaient dans leurs humbles demeures, mais le sommeil ne venait pas facilement. La peste noire avait dévasté l'Europe comme une tempête implacable, et les gens avaient appris, à travers des expériences dévastatrices, que les heures d'obscurité recelèrent des dangers particuliers. Sentez la douceur de votre oreiller tandis que vous imaginez les matelas de paille de l'époque médiévale. Ces âmes courageuses n'avaient aucune idée des germes ou de la transmission des maladies. Ils savaient seulement que des personnes apparemment saines au coucher étaient parfois trouvées froides et sans vie au matin. Ce qu'ils ne comprenaient pas alors, mais que nous pouvons apprécier maintenant de notre point de vue sûr, c'est comment l'acte même de dormir s'était entrelacé avec la propagation de la peste. Laissez votre respiration s'approfondir tandis que nous explorons comment ces personnes résilientes se sont adaptées. Imaginez une chambre médiévale typique, petite, exiguë, souvent partagée par des familles entières. Des volets de bois bloquaient l'air nocturne, que les gens croyaient porteurs d'humeurs malignes et de maladies. D'épaisses couvertures de laine procurèrent de la chaleur contre le froid, mais créaient aussi des conditions parfaites pour quelque chose de bien plus sinistre que le froid. Avec les yeux de l'esprit, voyez une famille médiévale se préparant pour dormir. Le père vérifie la porte une dernière fois, non pas à cause des voleurs, mais à cause de quelque chose qu'il ne peut voir ni comprendre. La mère serre ses enfants tout près, murmurant des prières dans l'obscurité. Ils accomplissent des rituels qui nous semblent étranges maintenant. Brûlant des herbes, suspendant de l'ail, marquant les portes avec des symboles à la craie. Ce n'était pas de simples superstitions, mais des tentatives désespérées de se protéger contre le tueur invisible qui semblait attaquer plus fréquemment pendant les heures vulnérables du sommeil. Reposez-vous tranquillement dans votre lit confortable tandis que nous témoignons de la façon dont ces communautés ont découvert certaines vérités à travers la tragédie. Nuit après nuit, ils observaient des modèles que la science médicale n'expliquerait que plus tard. Les familles qui dormaient proches tombaient souvent malades en même temps. Les malades semblaient s'aggraver pendant les heures nocturnes. Et le plus mystérieux de tout, ceux qui partagèrent des lits ou respiraient le même air confiné pendant le sommeil semblèrent se transmettre la peste d'une manière que le contact diurne ne provoquait pas. Sinta o quanto você está perfeitamente seguro agora, séculos distante desses medos, enquanto descobrimos o que as pessoas medievais ainda não podiam compreender. A peste era transmitida por pulgas, criaturas minúsculas que prosperavam nos espaços quentes e aconchegantes dos locais de sono compartilhados. Quando as pessoas se acomodavam em seus colchões de palha, puxando grossas coberturas sobre si mesmas para calor e proteção, elas inconscientemente criavam condições ideais para que essas ameaças microscópicas saltassem de pessoa para pessoa. Imagine a luz de vela tremulante em um quarto medieval, enquanto os membros da família diziam suas orações noturnas. Eles não tinham como saber que a própria intimidade que buscavam por conforto e calor estava permitindo que a peste se espalhasse com devastadora eficiência. Eles não tinham como saber que a própria intimidade que buscavam por conforto e calor estava permitindo que a peste se espalhasse com devastadora eficiência. Pais que abraçavam filhos febris durante a noite, cônjuges que compartilhavam camas apesar de um deles mostrar sintomas iniciais, famílias inteiras respirando o mesmo ar parado em quartos bem fechados. Todos esses atos de amor e cuidado se tornaram caminhos para a morte. Permita-se relaxar ainda mais profundamente enquanto testemunhamos as formas engenhosas como essas comunidades começaram a se adaptar. Algumas famílias começaram a dormir em turnos, com membros saudáveis cuidando dos doentes enquanto mantinham distância durante as horas de descanso. Outros começaram a prática de dormir com janelas levemente abertas, apesar do frio, tendo notado que o ar fresco de alguma forma oferecia proteção. Em certas vilas, as pessoas começaram a dormir ao ar livre durante os meses mais quentes,
reunindo-se ao redor de fogueiras cuidadosamente mantidas durante toda a noite. Diziam a si mesmos que era para afastar espíritos malignos, mas sem o saber, haviam descoberto uma das formas mais eficazes de prevenir a propagação da peste durante o sono: manter distância e circulação de ar fresco. Respire lenta e pacificamente, enquanto imagina essas pessoas engenhosas, desenvolvendo o que agora sabemos serem estratégias de sobrevivência surpreendentemente eficazes. Algumas famílias designavam áreas de sono separadas para qualquer pessoa mostrando os mínimos sinais de doença. Outras aprenderam a queimar certas ervas que, embora não mágicas, ajudavam a repelir as pulgas que carregavam a doença. Ce qui est vraiment fascinant, cher auditeur, c'est la façon dont ces communautés médiévales ont commencé à comprendre que le sommeil lui-même n'était pas l'ennemi. C'était plutôt la manière, l'endroit et avec qui ils dormaient qui faisait la différence entre la vie et la mort. Ils ont commencé à créer ce que nous pourrions appeler des protocoles de sommeil, des rituels et des arrangements minutieux qui, bien que revêtus du langage de la superstition, étaient en réalité des mesures de santé publique ingénieuses. Imaginez-vous parfaitement en sécurité et à l'aise, tandis que nous observons comment les familles médiévales ont appris à équilibrer leurs besoins de chaleur et de compagnie avec les dures réalités de la survie. Certains foyers ont commencé à utiliser de lourds rideaux pour diviser les espaces de sommeil, créant des zones d'isolement primitives mais efficaces. D'autres ont développé des rituels de coucher élaborés impliquant de se laver au vinaigre, de revêtir des vêtements de nuit propres, et même de dormir avec de petits sachets d'herbe que nous savons maintenant posséder des propriétés naturelles répulsives contre les insectes. Alors que vous reposez en toute sécurité, imaginez comment ces pratiques se sont peu à peu propagées de village en village. Les marchands itinérants et les pèlerins transportèrent les histoires de familles qui avaient survécu en changeant leurs habitudes de sommeil. Les monastères ont développé des règles détaillées sur les arrangements des dortoirs qui, sans le savoir, empêchèrent la transmission de la peste pendant les heures vulnérables de la nuit. Ressentez le rythme doux de votre propre respiration, alors que nous considérons comment ces personnes médiévales, poussées par l'amour et l'instinct de survie, ont accidentellement découvert certaines des premières approches systématiques de prévention de la transmission des maladies pendant le sommeil. Ils ne pouvaient pas voir les bactéries, ni comprendre la transmission virale, mais ils pouvaient observer que certains arrangements de sommeil conduisaient à la maladie, tandis que d'autres semblaient offrir une protection. Certaines des histoires les plus touchantes de cette époque racontent des familles qui ont développé des rituels de bonne nuit complexes, pas seulement des prières et des bénédictions, mais des procédures minutieuses pour maintenir la distance tout en exprimant l'amour. Les parents soufflèrent des baisers depuis les embrasures, de porte plutôt que de se pencher tout près. Les frères et sœurs ont appris à murmurer leur « bonne nuit » à travers les chambres plutôt que de partager des conversations intimes sur des oreillers communs. Reposez profondément en imaginant ces actes de sacrifice aimant, ces petits changements profonds qui ont permis aux familles de rester ensemble tout en restant en vie. Dans votre présence sûre et confortable, vous pouvez apprécier le courage qu'il a fallu aux personnes médiévales pour résister à leurs instincts les plus profonds de proximité et de réconfort afin de protéger ceux qu'ils aimaient le plus. Mais qu'est-ce qui rendait exactement le sommeil si particulièrement dangereux pendant les années de peste? Quels mécanismes spécifiques ont transformé la plus naturelle et la plus nécessaire des activités humaines en un chemin vers la mort? Alors que vous vous dirigez vers un sommeil paisible, en sécurité grâce aux connaissances et à la protection médicale moderne, préparez-vous à découvrir les détails fascinants et effrayants de la façon dont la nuit est devenue les heures les plus périlleuses de l'humanité. Les réponses résident dans la compréhension non seulement de la peste elle-même, mais de la nature même du sommeil médiéval. Comment les gens se reposaient, où ils se reposaient, et pourquoi la vulnérabilité intime du sommeil a créé la tempête parfaite pour l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire. Mais cette révélation, chers voyageurs à travers le temps, nous attend dans le prochain chapitre de notre voyage dans ce coin douillet de l'histoire. Pour l'instant, laissez-vous vous installer dans la sécurité du moment présent, sachant que les dangers que nous explorons ne sont rien de plus que des échos lointains, des histoires fascinantes à méditer alors que vous dérivez vers le sommeil paisible que nos ancêtres ont tant combattu pour obtenir. Alors pourquoi le sommeil était-il si dangereux à l'époque médiévale? La réponse réside non seulement dans les inconvénients physiques que nous pourrions imaginer, mais dans quelque chose de bien plus sinistre qui rampait dans l'obscurité de ces nuits anciennes. Imaginez, si vous le voulez bien, une époque où l'air lui-même portait des murmures de mort. L'année est 1347, et à travers les rues pavées de l'Europe, une ombre se répand. Mais vous voici maintenant, en sécurité et au chaud dans votre espace confortable, sur le point de découvrir comment l'amour et l'ingéniosité ont triomphé même dans l'heure la plus sombre de l'humanité. Le monde médiéval était fait de contrastes profonds.
Alors que nous nous reposons ce soir dans des pièces climatisées avec de l'air filtré et la médecine moderne à portée de main, nos ancêtres faisaient face à une réalité où le sommeil lui-même était devenu un champ de bataille entre la vie et la mort. Imaginez la texture des couvertures de laine rêche, grattant contre une peau qui n'avait pas connu le luxe du bain quotidien. Ressentez le froid qui s'infiltrait à travers les murs de pierre, quelle que soit la taille du feu. Et entendez le murmure constant du vent à travers les fissures des volets en bois. À cette époque, les familles se serraient non seulement pour la chaleur, mais pour le réconfort face à des peurs que les esprits modernes peuvent à peine comprendre. La nuit était longue et remplie de mystères que la lumière du jour révélerait parfois de la manière la plus tragique. Un enfant pourrait s'endormir aux côtés de ses parents et simplement ne jamais se réveiller, emporté par des forces invisibles qui semblaient voyager sur le souffle même qu'ils partageaient. Ce que nous comprenons maintenant comme la transmission de maladies était alors attribué aux humeurs maléfiques, au miasme ou à la punition divine. L'esprit médiéval essayait de donner un sens à des modèles qui semblaient à la fois aléatoires et terriblement prévisibles. Des villages se réveillaient pour découvrir que des familles entières avaient succombé pendant la nuit, leur dernier sommeil devenant éternel sans avertissement ni cause apparente. Mas imaginem a notável engenhosidade que emergiu deste terror. Imaginem quarto medieval típico. Paredes de pedra que choravam com o frio do inverno, pisos cobertos com juncos e ervas perfumadas como lavanda e alecrim. Não eram meros luxos, mas atos de esperança desesperada. Famílias acreditavam que fragrâncias agradáveis poderiam afastar perigos invisíveis. Sintam como seu próprio quarto confortável os envolve com segurança enquanto testemunhamos suas corajosas tentativas de criar um santuário. Dormir era comunal por necessidade. Pais, filhos, criados e às vezes até animais de criação compartilhavam espaços que consideraríamos incrivelmente apertados. Corpos pressionados uns contra os outros para se aquecerem, compartilhando respiração, compartilhando vida, e inconscientemente compartilhando morte. A própria proximidade que proporcionava conforto e sobrevivência também criava condições perfeitas para algo que em breve mudaria o curso da história humana. Dans un petit village de ce qui est aujourd'hui le sud de la France, imaginez un marchand de laine nommé Pierre revenant de ses voyages. Il porte avec lui de fins tissus, des épices exotiques et des histoires de terres lointaines. Mais il porte aussi autre chose, quelque chose d'invisible et de mortel qu'il ne connaît pas. Quand il s'installe pour dormir cette première nuit à la maison, retrouvant sa bien-aimée épouse et ses 3 jeunes enfants dans le lit familial, il croit être enfin en sécurité. A compreensão medieval da saúde se baseava no equilíbrio, a delicada harmonia dos 4 humores, a dança entre quente e frio, seco e úmido. Eles acreditavam que o próprio sono era sagrado. Uma suave negociação entre a alma que temporariamente abandona o corpo e retorna revigorada. O que não podiam saber era que invasores invisíveis estavam prestes a perturbar este antigo equilíbrio. Imaginez l'épouse de Pierre, Marie, remarquant qu'il semble inhabituellement chaud quand il s'installe pour la nuit. Dans leur chaleureuse maison de pierre, chauffée par un foyer central dont la fumée se disperse paisiblement par le toit, elles tirent leurs douces couvertures de laine. Les enfants, âgés de 4, 6 et 9 ans, se blottissent plus près comme des oiseaux endormis dans un nid. Leurs chiens fidèles se recroquevillent à leurs pieds, complétant ce portrait de l'amour familial médiéval qui bientôt nous enseignerait des leçons profondes sur la survie et la connexion. Esta cena, repetida em inúmeras casas em toda a Europa medieval, representa tanto a bela intimidade da vida familiar, quanto a trágica vulnerabilidade que logo seria explorada por forças além de sua compreensão. Os próprios laços de amor e sobrevivência que mantinham essas famílias unidas se tornariam caminhos para um inimigo que não podiam nem ver nem compreender. As pessoas medievais tinham suas próprias maneiras de proteger o sono. Orações sussurradas na escuridão, relíquias sagradas escondidas sob os travesseiros, ervas queimadas para purificar o ar. Eles entendiam à sua maneira que a noite era quando as pessoas eram mais vulneráveis. O que não podiam compreender era que seu inimigo não era sobrenatural, mas microscópico. Imaginem os sons de uma noite medieval. Nenhum zumbido elétrico, nenhum tráfego distante, nenhuma televisão de vizinhos. Em vez disso, o estalar e acomodar da madeira resfriando, o farfalhar de pequenas criaturas nas paredes, o uivo distante do vento através dos campos abertos. Nas cidades, talvez o chamado de um vigia noturno ou o barulho de uma carroça sobre paralelepípedos. Mas, principalmente, o silêncio profundo que esquecemos em nosso mundo moderno, quebrado apenas pela respiração suave de entes queridos dormindo próximos. Esta quietude, esta intimidade, esta completa dependência da família e da comunidade para obter calor e segurança, criou as condições perfeitas para o que estava por vir.
As próprias estruturas sociais que permitiram à civilização medieval sobreviver e prosperar em breve se tornariam sua maior vulnérabilidade. Tandis que Pierre sombre dans un sommeil plus profond, sa respiration devient haletante. Marie, encore à demi éveillée, le remarque, mais l'attribue à son long voyage. Elle est fatiguée aussi, et le sommeil l'emporte. Les enfants dorment du sommeil profond et confiant des innocents. Le matin suivant, le passager invisible que Pierre avait ramené à la maison aura trouvé de nouveaux hôtes, déclenchant une chaîne de transmission qui résonnera à travers l'histoire. Mas o verdadeiro perigo não estava apenas na doença em si. O verdadeiro perigo vinha à noite, quando as pessoas estavam mais vulneráveis, mais confiantes, mais inconscientes do drama microscópico que acontecia em sua própria respiração. No entanto, a partir desta escuridão, querido ouvinte, surgiu uma luz extraordinária. Noite após noite, através da Europa, famílias amorosas enfrentaram uma escolha impossível. Como se proteger enquanto permaneciam conectadas. O quarto medieval, aquele espaço sagrado de descanso e intimidade, estava prestes a se tornar o berço das estratégias de sobrevivência mais engenhosas da humanidade. Descansem tranquilos em sua cama segura enquanto descobrimos como o amor encontrou um caminho. Mesmo diante de tais terrores noturnos, as famílias medievais haviam desenvolvido maneiras notáveis de encontrar paz e descanso. Os próprios perigos que acabamos de explorar foram enfrentados com soluções engenhosas, transformando seus quartos em santuários de calor e proteção contra as longas noites de inverno. Imaginem adentrando um quarto medieval típico numa dessas noites geladas. As grossas paredes de pedra, que pareciam tão frias e ameaçadoras do lado de fora, agora os abraçam com o calor acumulado dos fogos da lareira diurna. Estas paredes, às vezes com 3 palmos de espessura, criam um casulo de proteção contra o vento uivante e as incertezas que vagam na escuridão além. Vos pieds touchent le sol couvert de joncs, ses nattes soigneusement tressées et d'herbes qui libèrent leur parfum délicat à chaque pas. Lavande, romarin et fenouil avaient été dispersés parmi les joncs plus tôt dans la journée, créant une aromathérapie naturelle qui aiderait à apaiser l'esprit et inviterait au sommeil paisible. Le parfum s'élève autour de vous comme une promesse murmurée de tranquillité. Dans le coin, vous remarquez le grand lit, bien différent des espaces de sommeil solitaire que nous connaissons aujourd'hui. La tête de lit, sculptée de symboles protecteurs et d'armoiries familiales, se dressait comme un gardien contre le mur. Les rideaux du lit, lourdes tentures de laine au ton bleu profond et brun riche, pouvaient être entièrement fermés autour de l'espace de couchage, créant un monde privé au sein d'un autre monde. Imaginez-vous vous installer dans cet espace de sommeil communautaire où parents, enfants et parfois serviteurs de confiance se rassemblaient pour la chaleur et la protection. Loin d'être inconfortable, cet arrangement procurait un profond sentiment de sécurité. Des corps partageant la chaleur, le doux rythme de plusieurs personnes respirant tranquillement, les chuchotements discrets des membres de la famille s'installant pour la nuit. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à ne jamais vraiment dormir seul. Le matelas sous vous raconte sa propre histoire d'ingéniosité médiévale. Des couches de paille et de foin, soigneusement séchées et parfumées aux herbes, constituant la base. Par-dessus, des couvertures de laine et des draps de lin, rugueux mais propres, créaient une surface de couchage étonnamment confortable. Les plus fortunés pouvaient jouir d'oreillers remplis de plumes, mais même les arrangements les plus simples offraient un refuge des planchers de bois dur en dessous. En tirant les lourdes couvertures de laine jusqu'au menton, vous prenez conscience du plus fascinant secret du sommeil médiéval. Ils ne dormaient pas comme nous. Au lieu de notre période de 8 heures continues, les gens du Moyen-Âge pratiquaient ce que les historiens appellent le sommeil segmenté ou premier et deuxième sommeil. Ce n'était pas une difficulté, mais plutôt un rythme naturel qui fonctionnait parfaitement avec leur mode de vie. Imaginez-vous vous endormir dans ce qu'ils appelaient le premier sommeil, à mesure que l'obscurité s'installait sur le village. Ce repos initial durait environ 4 heures, vous emmenant dans le royaume profond des rêves du début de soirée. Puis, vers minuit ou 1 heure du matin, vous vous réveillez naturellement. Mais cela n'était pas considéré comme une interruption ou une insomnie comme nous le pensons aujourd'hui. En fait, ce réveil de minuit était un moment précieux d'activité tranquille. Les familles restaient allongées dans leurs lits chauds, bavardant doucement sur les événements du jour ou partageant des histoires transmises de génération en génération. Certains priaient, leurs mots chuchotés créant une douce communion avec le divin. D'autres restaient simplement en paix, profitant de la quiétude profonde des heures nocturnes les plus profondes. Les couples utilisaient ce temps pour des conversations intimes et des tendresses, parlant à voix basse pendant que le reste de la maisonnée dormait autour d'eux. Les enfants pouvaient partager leurs rêves ou poser des questions sur les mystères du monde adulte. Il y avait quelque chose de magique dans ces heures de minuit.
quand l'agitation habituelle de la vie quotidienne disparaissait complètement, ne laissant que les rythmes essentiels de la famille et du repos. Après 1 ou 2 heures de cette douce veille, le deuxième sommeil commençait à appeler. Les paupières redevenaient lourdes, la respiration ralentissait et s'approfondissait, et la famille se réinstallait dans son sommeil communautaire. Ce deuxième sommeil durait généralement jusqu'à l'aube, rempli du repos le plus profond et le plus réparateur de la nuit. Les rideaux du lit créaient une obscurité parfaite lorsqu'ils étaient entièrement fermés, bloquant même la plus faible lumière des étoiles qui aurait pu filtrer à travers les volets de bois. À l'intérieur de cette caverne textile, l'air devenait chaud et légèrement humide par la respiration de multiples dormeurs, créant un environnement presque semblable à l'utérus qui encourageait le repos le plus profond possible. Parfois, au cœur de l'hiver, les membres de la famille partageaient non seulement le lit, mais aussi leur chaleur corporelle de façon plus délibérée. Les enfants pouvaient se blottir entre leurs parents, tandis que les membres plus âgés de la famille s'organisaient pour s'assurer que tous restaient au chaud pendant la longue et froide nuit. Imaginez le réconfort de se sentir complètement entouré par les personnes que vous aimez le plus. Leur présence un bouclier vivant contre toute obscurité qui pourrait attendre à l'extérieur. Les sons du repos nocturne médiéval étaient différents aussi. Aucun bourdonnement mécanique ou électrique ne perturbait le paysage sonore naturel. À la place, il y avait le doux crépitement des braises dans les braseros proches, le murmure délicat du vent d'hiver contre les épais volets, et la paisible symphonie de la respiration familiale. Occasionnellement, vous pouviez entendre le mugissement lointain du bétail dans ces étables chaudes, ou le doux ululement d'une chouette maintenant sa propre veille nocturne. Même vos rêves semblaient différents dans cet environnement. Sans la stimulation constante de la vie moderne, les esprits médiévaux pouvaient s'approfondir dans des paysages oniriques plus profonds et plus vifs. Les récits nous disent que les gens éprouvaient des rêves remarquablement clairs, souvent emplis de visions spirituelles ou d'intuitions profondes qui guideraient à leurs heures d'éveil. Les longues nuits fournissaient suffisamment de temps pour que l'esprit puisse traiter, guérir et se restaurer lui-même à travers des cycles de sommeil prolongés. Quando finalmente chegava a manhã, o despertar era gradual e comunal. Nenhum despertador súbito quebrava o fim pacífico do segundo sono. Em vez disso, o primeiro membro da família a se levantar despertaria os outros gentilmente, talvez com um toque suave ou uma palavra sussurrada. As cortinas da cama seriam abertas gradualmente, permitindo que a luz cinzenta da aurora entrasse lentamente, dando a todos tempo para fazer a transição suave do sono para a vigília. Esta abordagem medieval do descanso criava algo que raramente experimentamos hoje. Um sono verdadeiramente restaurador, que funcionava em harmonia com os ritmos naturais e os laços familiares. Não havia pressa, nenhuma ansiedade sobre dormir exatamente 8 horas, nenhuma preocupação com a eficiência do sono. Em vez disso, havia simplesmente o belo e progressivo ritmo do descanso, da vigília e do descanso novamente. Tudo envolvido na segurança da família e no calor dos espaços de sono cuidadosamente preparados. Mas o que aconteceria a seguir revelaria o verdadeiro poder da engenhosidade humana diante do inimaginável. E assim, à medida que essas medidas preventivas se espalhavam pela Europa, a própria doença já havia começado sua jornada inexorável para o oeste. Imagine as vastas rotas comerciais que conectavam terras distantes como fitas de seda esticadas através de continentes. Ao longo dessas rotas, não transportadas pelos próprios mercadores, mas por pequenos passageiros invisíveis, a morte viajava com persistência silenciosa. A peste, querido ouvinte, não era propagada apenas pelas mãos humanas, embora essa tivesse sido a suposição natural das mentes medievais. Os verdadeiros culpados eram muito menores, muito mais numerosos. Imagine milhares de pequenas pulgas, cada uma não maior que um grão de areia, aninhadas no pelo quente de ratos comuns, vivendo suas vidas simples em completa ignorância da devastação que carregavam. Essas pulgas haviam se tornado involuntariamente portadores de uma bactéria chamada Yersinia pestis. O nome em si soa quase gentil, não é? Como uma delicada flor dançando à luz das estrelas. No entanto, este organismo microscópico ensinaria às comunidades medievais algo profundo sobre o poder da adaptação humana e o triunfo do amor sobre o medo. Quando uma pulga se alimentava do sangue de um rato infectado, as bactérias se multiplicariam em seu minúsculo sistema digestivo, eventualmente bloqueando completamente o estômago da pulga. Agora imagine esta pobre pulga faminta, tentando desesperadamente se alimentar, mas incapaz de engolir adequadamente devido a este bloqueio bacteriano. Cada vez que tentava beber sangue, regurgitava milhares de bactérias da peste diretamente na ferida de seu hospedeiro. Era um acidente biológico da forma mais trágica, uma falha microscópica que redesenharia o próprio tecido da civilização europeia.
Os ratos, aqueles companheiros tão adaptáveis das comunidades humanas, eram eles próprios vítimas neste ciclo sombrio. Essas criaturas, tão adaptáveis e resilientes na maioria das circunstâncias, sucumbiriam à peste em poucos dias após a infecção. Mas antes de morrerem, serviam como laboratórios móveis, carregando suas pulgas infectadas de navio a costa, de vila em vila, de casa em casa. As pessoas medievais, observando esses fenômenos, desenvolveram suas próprias explicações para o que testemunhavam. Notaram que os ratos pareciam de repente enlouquecer, cambaleando à luz do dia quando deveriam estar escondidos. Viram essas criaturas morrendo em grande número, seus pequenos corpos cobrindo as ruas e porões. Para a mente medieval, isso era certamente um presságio, um sinal de desagrado divino ou interferência sobrenatural. O que não podiam ver, não podiam de forma alguma compreender sem o benefício de microscópios e compreensão moderna, era a dança intrincada da morte, ocorrendo em uma escala invisível ao olho nu. Cada vez que um rato sucumbia à infecção, suas pulgas abandonariam o hospedeiro moribundo em busca de uma nova fonte de calor e sustento. E quando os ratos se tornavam escassos, esses parasitas desesperados se voltariam para a próxima opção disponível: seres humanos. A transição de rato para humano não era imediata nem universal. Em muitos casos, as pulgas primeiro tentariam se alimentar de outros animais, gatos, cães, até mesmo animais de criação quando disponíveis. Mas nas condições lotadas das cidades e vilas medievais, onde humanos e animais viviam em proximidade, o salto de hospedeiro animal para humano era inevitável. Imagine uma típica casa medieval, um espaço quente e agitado onde as famílias compartilhavam suas vidas com seus animais. Porcos dormiam tranquilamente sob o assoalho. Galinhas se empoleiravam com segurança nas vigas, e até ratos encontravam abrigo nas paredes. Isso não era pobreza, mas comunidade. Humanos e animais criando calor e sobrevivência compartilhados. A picada em si parecia absolutamente corriqueira. As pessoas medievais conheciam as picadas de pulgas tão bem quanto você conhece a sensação de lençóis macios contra a pele. Uma pequena marca vermelha apareceria, talvez com um momento de coceira. Nada para causar alarme. No entanto, dentro daquela pequena ferida, um drama invisível estava começando, que finalmente ensinaria à humanidade suas maiores lições sobre proteger aqueles que mais amamos. O que se seguiu foi um processo que os médicos medievais tentaram entender através de sua própria estrutura de conhecimento médico. Eles falavam de desequilíbrios nos humores do corpo, de ar corrompido e influências malignas. Prescreviam tratamentos baseados em séculos de tradição, sangrias para equilibrar os humores, ervas aromáticas para afastar o mau-ar, orações e peregrinações para abordar causas espirituais. Da nossa perspectiva moderna, podemos observar esta resposta médica medieval com uma mistura de compaixão e fascínio. Esses homens eruditos, trabalhando com o melhor conhecimento disponível para eles, estavam tentando combater um inimigo que não podiam ver ou compreender adequadamente. Seus tratamentos, embora bem intencionados, eram tragicamente inadequados contra uma infecção bacteriana, que exigiria antibióticos que só seriam descobertos séculos mais tarde. Les bactéries, pendant ce temps, suivaient leur propre programme biologique inexorable. Une fois établie dans le tissu humain, la Yersinia pestis se multiplierait rapidement, se propageant à travers le système lymphatique vers les ganglions lymphatiques les plus proches. Ces petits organes en forme de haricots, conçus pour filtrer les substances nocives des fluides corporels, seraient submergés par l'immense volume de l'invasion bactérienne. Alors que les ganglions lymphatiques gonflaient en réponse à l'infection, ils formeraient les bubons caractéristiques qui donneraient à la peste son nom le plus commun, peste bubonique. Ces tuméfactions douloureuses, apparaissant le plus souvent à l'aine, aux aisselles ou au cou, pouvaient grossir jusqu'à la taille d'un œuf de poule, ou même plus. L'esprit médiéval interprétait ces signes visibles à travers sa propre compréhension de la maladie et du châtiment divin. Imaginez, si vous le pouvez, une famille médiévale typique se réveillant un matin, pour découvrir ces gonflements mystérieux sur un être cher. Visualisez leur confusion, leur peur grandissante alors que les symptômes se développaient. Dans leur vision du monde, une telle maladie soudaine devait certainement avoir une cause, mais laquelle? Avaient-ils offensé Dieu d'une quelconque manière? Leur maison était-elle maudite? Avaient-ils été empoisonnés par un ennemi? La rapidité avec laquelle la maladie progressait ne faisait qu'augmenter leur terreur et leur confusion. Une personne pouvait paraître parfaitement saine au coucher du soleil et être gravement malade à l'aube. En quelques jours, quelqu'un qui travaillait dans les champs ou s'occupait des tâches ménagères pouvait se retrouver alité, brûlant de fièvre, délirant de douleur et d'épuisement. Et même lorsque nous contemplons ces sombres réalités depuis le confort de siècles de distance,
nous pouvons trouver quelque chose de presque remarquable dans la simple efficacité biologique de tout cela. Voici un système qui, aussi terrible que soient ses conséquences, avait évolué au cours d'innombrables générations pour assurer la survie d'un organisme microscopique. Les bactéries, les puces, les rats, chacun jouant sa partie inconsciente dans un cycle qui opérait sous diverses formes depuis des millénaires. Tandis que les familles s'enlaçaient dans leurs petites maisons, partageant chaleur et réconfort face à l'inconnu grandissant, elles créaient inconsciemment les conditions parfaites pour que la maladie se propage de personne à personne, transformant leurs actes d'amour et de soins en opportunités pour que la tragédie se multiplie exponentiellement à travers toute la communauté. Le doux rythme de la vie familiale, où les enfants s'endormaient dans les bras de leurs parents sans hésitation, commença à se transformer de manière qui révélait les forces les plus profondes de l'amour humain. Imaginez, si vous le pouvez, la famille Dubois dans leur confortable maison de pierre, Jean, un forgeron robuste aux mains douces qui façonnait aussi bien le fer que les cœurs, et sa bien-aimée épouse Marguerite, dont la sagesse guiderait bientôt sa famille vers la sécurité. Pendant des générations, les Dubois suivaient des rituels sacrés nocturnes. Lorsque l'obscurité peignait le ciel de douces teintes pourpres, ils se rassemblaient autour de l'âtre comme des fleurs tournées vers le soleil. Le jeune Pierre, 8 ans, les jumelles Claire et Sophie, 6 ans, et le bébé Élise se blottissaient près de leurs parents, attirés par la chaleur et le réconfort inébranlable d'être complètement aimés. Ressentez comme votre propre sécurité ce soir fait écho à leur dévotion. Le sommeil avait toujours été un moment collectif dans la maison des Dubois. Leur unique pièce servait à la fois de cuisine, d'atelier et de chambre. Quand la nuit tombait, Jean recouvrait soigneusement le feu pour qu'il dure jusqu'au matin, tandis que Marguerite étalait leurs quelques couvertures précieuses sur les joncs qui recouvraient le sol de terre. La famille s'installait ensemble, les parents encadrant les enfants, partageant la chaleur corporelle et les prières murmurées avant de sombrer dans un sommeil serein. Mais alors que la peste commençait à transformer le tissu même de la vie médiévale, même ces modèles les plus fondamentaux de repos et de réconfort devinrent source d'anxiété et de troubles. Les marchands itinérants qui passaient par leur village apportaient des nouvelles de plus en plus troublantes d'autres communautés. Les familles qui dormaient ensemble depuis des générations commençaient à séparer leurs arrangements de sommeil, poussées par des peurs qu'elles pouvaient à peine articuler. Marguerite remarqua les changements en premier. Là où auparavant leurs rencontres nocturnes étaient remplies de rires et de douces conversations, il y avait maintenant de longs silences, ponctués de regards inquiets et de discussions étouffées, qui cessaient dès que les enfants s'approchaient. Jean, normalement si confiant dans sa capacité à protéger sa famille, semblait soudain incertain, ses mains fortes s'agitant avec ses outils, même quand il n'y avait pas de travail à faire. Les changements dans leurs habitudes de sommeil se déployaient comme des pétales s'ouvrant à la lumière du matin. Graduellement, naturellement, nés de l'amour plutôt que de la peur. Jean commença à rester éveillé un peu plus tard, s'occupant de son feu avec la dévotion dédiée d'un ange gardien, ses yeux vigilants assurant la protection de sa famille. Marguerite se surprit à écouter chaque précieuse respiration de ses enfants. Son cœur de mère accordait au doux rythme qui lui assurait leur sécurité. Le jeune Pierre, sensible à l'atmosphère de sagesse croissante dans son foyer, commença à faire des rêves presque prophétiques, des visions de famille, trouvant de nouvelles façons de rester connectés à travers les distances. Les jumelles, Claire et Sophie, découvrirent le réconfort des conversations chuchotées à travers leur espace de sommeil, leur voix créant des fils invisibles d'amour qui inspireraient toute une communauté. Le plus remarquable de tout était la façon dont la peste commençait à transformer le langage même et les rituels de l'heure du coucher en quelque chose d'encore plus beau qu'auparavant. Là où Marguerite murmurait autrefois de douces prières de gratitude, maintenant ses bénédictions nocturnes devenaient poésie, prononçant des bénédictions à travers les distances, envoyant l'amour par l'air même comme de l'encens s'élevant vers le ciel. Elle apprit à déchiffrer les visages sereins de ses enfants, observant non seulement leurs battements de cœur, mais aussi ces moments de joie qui témoignaient de l'épanouissement de leurs âmes. Jean, avec son esprit créatif de forgeron découvrant de nouvelles façons de protéger ce qui comptait le plus, commença à concevoir des arrangements de sommeil innovants qui auraient stupéfait son propre père. Il construisit des sanctuaires en bois élégants dans leurs chambres, créant des espaces confortables qui amplifiaient plutôt que diminuaient la chaleur de leur famille. Les enfants embrassèrent ces changements avec la sagesse naturelle de la jeunesse, transformant l'adaptation en aventure. L'aspect le plus déchirant de cette perturbation était la façon dont elle affectait les intimités simples qui avaient toujours défini la vie familiale. Marguerite, qui n'avait jamais hésité à serrer un enfant fiévreux contre sa poitrine pendant une longue nuit, se retrouvait maintenant à hésiter, tiraillée entre son instinct de réconfort et la peur grandissante qu'une telle proximité puisse d'une manière ou d'une autre apporter du mal.
Jean, qui avait toujours installé ses enfants sur ses genoux pour partager des histoires près du feu, commençait à maintenir une distance prudente, bien que ses yeux continuent de rayonner du même amour protecteur qui avait toujours défini son caractère. Le sommeil lui-même devint fragmenté et anxieux. Les rythmes naturels du premier sommeil et du second sommeil, qui avaient régi le repos médiéval pendant des générations, furent perturbés par une vigilance et une inquiétude constantes. Les familles se retrouvaient éveillées pendant les heures silencieuses de minuit, non pas dans une contemplation paisible ou une conversation douce, mais à l'écoute craintive de tout son qui pourrait signaler un danger approchant leur demeure. La perturbation sociale s'étendait au-delà des familles individuelles à des communautés entières. Les rassemblements villageois, où les familles avaient traditionnellement partagé des espaces de sommeil pendant les festivals ou les intempéries, devinrent des sources de suspicion plutôt que de réconfort. La pratique ancestrale de l'hospitalité, où les voyageurs étaient accueillis dans les foyers et se voyaient offrir des places près de l'âtre, commença à s'éroder à mesure que la peur l'emportait sur des siècles de tradition. Les enfants, toujours les membres les plus adaptables de toute communauté, développèrent leur propre mécanisme d'adaptation à cette nouvelle réalité. Ils créèrent des jeux qui les aidaient à traiter les changements qu'ils ne pouvaient pas complètement comprendre, jouant à être de braves chevaliers protégeant leur famille de dragons invisibles, ou des guérisseurs sages avec des herbes magiques qui pouvaient repousser toute menace. À leur manière innocente, ils transformèrent l'anxiété en aventure, trouvant des moyens de faire paraître même le sommeil perturbé comme faisant partie d'une grande quête. Mais peut-être l'impact le plus profond fut-il sur le profond sentiment de sécurité qui avait toujours caractérisé la vie familiale médiévale. Pendant des générations, l'espace de sommeil partagé avait représenté le sanctuaire ultime, l'endroit où les familles pouvaient totalement baisser leur garde et se reposer dans une confiance absolue. L'influence insidieuse de la peste commença à éroder ce sens fondamental de la sécurité, introduisant le doute et la vigilance au cœur même de la tranquillité domestique. Mais certaines communautés trouvèrent des moyens de s'adapter. Au milieu de ce défi grandissant, quelque chose de magique commença à s'épanouir, à partir même des communautés qui semblaient les plus menacées par la peste en expansion. C'était comme si l'ingéniosité et la compassion humaine, face à leur plus grande épreuve, révélèrent des trésors de sagesse et de créativité qui avaient toujours sommeillé en elles, attendant l'instant propice pour s'épanouir. Imaginez, si vous le voulez bien, le village de Beaumont, niché dans une vallée paisible où la rivière Loire murmurait à travers des terres fertiles telle une berceuse. Cette communauté, comme tant d'autres à travers l'Europe, avait initialement accueilli les nouvelles de la peste avec une préoccupation naturelle. Mais sous la guidance aimante de leur aîné du village, une femme sage nommée Marguerite, qui avait servi à la fois de guérisseuse et de grand-mère à tous pendant 3 décennies, ils découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Marguerite avait observé quelque chose que d'autres avaient manqué dans leur panique. Alors que les familles qui se blottissaient ensemble dans la terreur succombaient souvent à la maladie ensemble, elle remarqua que celles qui maintenaient des liens affectueux tout en adaptant leurs arrangements physiques semblaient mieux s'en sortir. Elle commença à développer ce que nous pourrions reconnaître aujourd'hui comme une première forme de réponse de santé publique communautaire, bien qu'elle la comprenne dans les termes spirituels et pratiques de son époque. La première innovation vint de la propre famille de Marguerite. Son fils Antoine, un charpentier qualifié, était revenu de voyage en portant des nouvelles inquiétantes de la propagation de la peste dans les villes voisines. Plutôt que de le chasser ou de le forcer dans un isolement complet, Marguerite inventa un système qui permettait à la famille de rester connectée tout en protégeant sa santé. Antoine construisit un petit appentis attaché à leur demeure principale, avec sa propre entrée et son propre petit foyer. Cet arrangement permettait à Antoine de rester suffisamment proche de sa famille pour converser et offrir un soutien émotionnel, tout en maintenant la circulation d'air frais que Marguerite ressentait instinctivement comme importante pour la santé. Pendant la journée, ils pouvaient parler par le seuil, partageant des repas et des histoires tout en maintenant une distance prudente. La nuit, Antoine se reposait dans son espace séparé, tandis que le reste de la famille conservait ses arrangements de sommeil traditionnels dans la maison principale. La nouvelle de cette innovation se répandit à travers Beaumont à la même vitesse que la peur avait voyagé dans d'autres communautés, mais avec des résultats radicalement différents. D'autres familles commencèrent à adapter le design d'Antoine à leurs propres circonstances. Le forgeron du village créa une série de braseros simples qui pouvaient fournir de la chaleur à ses abris temporaires. Les familles nombreuses ont mis en place des systèmes de rotation, où 1 ou 2 enfants pouvaient dormir dans ces espaces aménagés, tandis que les autres demeuraient auprès de leurs parents, ces arrangements alternant chaque nuit pour préserver les liens familiaux tout en limitant les risques. Ce qui rendait ces adaptations vraiment remarquables, c'est qu'elles renforçaient, plutôt que diminuaient, le tissu social de la communauté. Les familles ont commencé à coopérer d'une manière qu'elles n'avaient jamais connue auparavant.
partageant des ressources pour la construction, mettant en commun leurs connaissances sur les aménagements les plus efficaces, et développant de nouveaux rituels qui maintenaient l'intimité émotionnelle malgré la séparation physique. À l'heure du soir, quand les familles se réunissaient traditionnellement autour de leur foyer, les habitants de Beaumont ont commencé à se rassembler dans l'espace commun du village. Ils s'arrangeaient en groupes soigneusement organisés, chaque famille maintenant son propre espace tout en participant à des récits, des chants et des prières communautaires. Les enfants pouvaient toujours entendre les voix familières qui les avaient toujours réconfortés pour s'endormir, tandis que les parents pouvaient veiller sur leur progéniture à distance, en toute sécurité. Marguerite elle-même est devenue un modèle de leadership adaptatif. Chaque soir, elle circulait entre ses groupes familiaux, offrant des herbes qu'elle avait apprises pour purifier l'air et repousser les insectes, partageant des conseils sur le maintien de la santé par un repos et une nutrition appropriée, et apportant le réconfort émotionnel qui aidait les familles à surmonter leurs peurs, sans perdre leur humanité essentielle. L'innovation la plus touchante est venue des enfants du village eux-mêmes. Incapables de partager les lits comme ils le faisaient toujours avec leurs frères et sœurs et leurs cousins, ils ont développé un système de communication élaboré à travers leurs espaces de sommeil. Ils chuchotaient des messages de bonne nuit qui passaient d'un enfant à l'autre, créant des chaînes de réconfort qui reliaient tous les jeunes de la communauté dans un réseau d'entraide et de protection mutuelle. Ces messages chuchotés sont devenus si populaires que les adultes ont commencé à y participer aussi. Les parents envoyaient des mots d'amour à leurs enfants dans les zones de sommeil adjacentes. Les époux échangèrent des pensées intimes à travers leurs distances soigneusement maintenues, et même les voisins ont commencé à s'inclure dans ces réseaux de réconfort verbal qui remplacèrent la proximité physique qu'ils ne pouvaient plus partager en toute sécurité. Les innovations pratiques ont été accompagnées d'adaptations spirituelles qui ont aidé à préserver le sens de l'identité et du but de la communauté. Le prêtre du village, le père Benoît, a développé de nouvelles formes de bénédiction qui pouvaient être offertes à distance, utilisant de l'encens et des prières pour créer des frontières sacrées autour des zones de sommeil. Ces rituels servaient à la fois des objectifs pratiques et psychologiques, aidant les gens à se sentir protégés tout en renforçant les adaptations communautaires qui les gardaient en réalité en bonne santé. Peut-être plus important encore, les habitants de Beaumont ont découvert que leurs adaptations amélioraient en fait certains aspects de leur sommeil et de leur repos. Les espaces de sommeil plus petits et individualisés pouvaient être mieux chauffés et ventilés. Les familles ont constaté que le moindre encombrement permettait un sommeil moins perturbé, car les gens risquaient moins de réveiller les autres en se retournant. Les enfants qui avaient toujours eu du mal à trouver des positions confortables dans les lits familiaux bondés ont découvert le luxe d'avoir leur propre espace tout en se sentant solidement connectés à leurs proches. Le village a également développé des approches innovantes pour prendre soin de toute personne présentant des signes de maladie. Plutôt que d'abandonner les malades ou de laisser la peur briser les liens familiaux, ils ont créé des niveaux de soins graduels qui maintenaient le soutien émotionnel tout en protégeant les personnes en bonne santé. Les membres de la famille malade seraient déplacés vers des espaces spécialement préparés qui permettaient les soins nécessaires tout en minimisant l'exposition aux autres. Marguerite a constitué un groupe de soignants volontaires qui pouvaient s'occuper des malades en appliquant des mesures de protection qu'elle avait élaborées grâce à une observation minutieuse et au savoir traditionnel de guérison. Ces volontaires, principalement des membres plus âgés de la communauté dont les enfants étaient adultes, ont fourni un lien crucial entre les familles et leurs proches malades, portant des messages et apportant du réconfort lorsque le contact direct n'était pas sûr. Le succès de ces innovations a commencé à attirer l'attention des communautés environnantes. Les marchands et les voyageurs qui traversaient Beaumont ont remarqué l'atmosphère inhabituelle du village, un endroit où les gens semblaient calmes et organisés plutôt que paniqués, où les enfants jouaient et riaient encore malgré les terribles nouvelles des autres régions, où les familles restaient visiblement aimantes et connectées malgré les adaptations évidentes qu'elles avaient apportées à leur routine quotidienne. À mesure que la nouvelle se répandait, des délégations ont commencé à affluer d'autres villages, cherchant à comprendre et à adopter les méthodes de Beaumont. Marguerite s'est trouvée dans le rôle de formatrice et de conseillère, aidant d'autres communautés à développer leur propre version d'aménagement de sommeil adaptatif, de systèmes de soins communautaires, et cet équilibre crucial entre prudence et compassion qui permettait la survie sans sacrifier l'humanité. Mais le test ultime était encore à venir, un test qui prouverait si l'amour pouvait réellement triompher de l'heure la plus sombre de l'humanité. Alors que les saisons tournaient et que les approches innovantes de Beaumont commençaient à s'épanouir, la communauté se préparait à démontrer quelque chose d'extraordinaire sur la résilience humaine. Les adaptations qu'ils avaient réalisées, les liens sociaux qu'ils avaient renforcés, et la sagesse pratique qu'ils avaient développée à travers des mois d'expérimentation, aimantes étaient sur le point de révéler si l'ingéniosité humaine pouvait
vraiment transformer les plus grands défis en opportunités de croissance. Les premiers signes que leur épreuve ultime approchait arrivèrent avec l'arrivée de voyageurs des territoires orientaux. Ces âmes fatiguées, portant des récits plus terrifiants que tous ceux qui n'avaient jamais atteint Beaumont auparavant, parlaient de communautés qui n'avaient pas encore découvert les approches innovantes de Beaumont. Imaginez comme cette nouvelle renforça la détermination de Beaumont de perfectionner leur méthode d'équilibre entre protection et connexion. Marguerite, désormais reconnue comme une leader non seulement à Beaumont mais dans toute leur région, se réunit avec le conseil municipal pour évaluer cette nouvelle menace. Les récits des réfugiés suggéraient que cette dernière vague de peste était différente par sa nature, plus agressive, plus rapide dans sa progression, et apparemment résistante à de nombreuses mesures de protection qui avaient bien servi les communautés lors des phases précédentes de la pandémie. Le père Benoît, dont le leadership spirituel avait été crucial pour maintenir le moral de la communauté, peinait à apporter du réconfort face à de telles nouvelles accablantes. Le délicat équilibre entre prudence et espoir qui avait soutenu Beaumont durant les mois précédents commençait à montrer des signes de tension. Certaines familles, saisies par une peur renouvelée, commencèrent à plaider pour des mesures d'isolement plus extrêmes qui briseraient effectivement les liens communautaires qui étaient devenus leur plus grande source de force. Antoine, le fils de Marguerite dont les compétences dans menuiserie avaient permis tant d'innovations, se retrouva à travailler sans relâche pour construire des abris supplémentaires et modifier les arrangements existants. Le système soigneusement conçu d'espaces de sommeil adaptables, qui avait semblé si adéquat quelques semaines auparavant, paraissait soudainement insuffisant face à la menace à laquelle ils étaient confrontés. Les enfants de Beaumont, qui s'étaient si remarquablement adaptés aux changements précédents de leur communauté, commencèrent à montrer des signes de la tension qu'imposait une vigilance constante sur de jeunes esprits. Leurs jeux du soir devinrent plus mesurés, leurs rituels de bonsoir chuchotés portaient des sous-entendus d'anxiété qui n'étaient pas présents auparavant. Les parents se retrouvèrent tiraillés entre le désir de rassurer et la peur croissante que l'optimisme lui-même puisse être une forme de dangereuse complaisance. Claire, la femme du boulanger, dont la famille avait été parmi les premières à adopter les innovations de Marguerite, se mit à douter de l'efficacité de leurs mesures face à cette nouvelle menace. Jacques, son mari, dont la force et les compétences pratiques avaient en fait de lui un pilier des efforts adaptatifs de la communauté, commença à montrer les signes physiques d'épuisement qui découlaient de semaines de vigilance accrue et de préparation constante. Alors que l'automne cédait place à l'hiver rigoureux de 1348, la communauté faisait face non seulement aux défis de la vague de peste imminente, mais aux difficultés supplémentaires de maintenir leurs mesures de protection face au froid mordant et aux journées raccourcies. Les abris de sommeil séparés qui avaient bien fonctionné pendant des températures plus douces, nécessitaient désormais une attention constante pour empêcher leur petit feu de s'éteindre durant les longues nuits. Les espaces de rassemblement communautaires qui avaient été si importants pour maintenir les liens sociaux devinrent plus difficiles à utiliser, alors que la neige et le vent rendaient les rassemblements du soir inconfortables et parfois dangereux. Marguerite, malgré ses préoccupations croissantes, continua de traverser le village chaque soir, vérifiant les familles, distribuant les herbes et remèdes qu'elle avait réussi à rassembler et à préserver, et apportant la présence rassurante qui était devenue si cruciale pour le moral de la communauté. Mais même elle ne pouvait cacher les lignes de préoccupation qui se creusaient autour de ses yeux, ni le ton légèrement plus urgent qui s'infiltrait dans ses bénédictions du soir. Les innovations qui avaient semblé si prometteuses lors des premiers succès de Beaumont commencèrent à montrer leurs limites. Les soignants bénévoles qui avaient été si cruciaux pour l'approche de la communauté se retrouvèrent débordés par le nombre de personnes ayant besoin de soins. Les niveaux graduels de soins qui avaient bien fonctionné pour un nombre plus restreint de membres malades de la communauté devinrent plus difficiles à maintenir alors que davantage de familles étaient simultanément confrontées à la maladie. Le plus grand défi était de maintenir l'équilibre délicat entre l'isolement protecteur et la connexion communautaire qui constituait le fondement de l'approche de Beaumont. Alors que le niveau de menace augmentait, certaines familles commencèrent à se replier davantage dans un mode purement protecteur, tandis que d'autres redoublaient d'efforts pour maintenir les liens communautaires, malgré les risques encourus. Ces différentes réactions face aux dangers intensifiés commencèrent à créer des tensions au sein du village qui avait auparavant été remarquablement uni dans son approche. Antoine se retrouva à arbitrer entre des familles qui voulaient construire des barrières d'isolement encore plus élaborées et celles qui craignaient qu'une séparation trop importante ne détruise le tissu social qui avait rendu leur communauté si résiliente. L'équilibre délicat qu'avait établi Marguerite entre les besoins familiaux individuels et la coopération communautaire commença à se déplacer sous la pression de la peur accrue et des exigences pratiques.
L'approche de l'hiver apporta également des défis logistiques qui mirent à l'épreuve tous les aspects de leurs systèmes adaptatifs. La distribution alimentaire, qui avait été relativement simple lorsque les familles pouvaient se rassembler dans des espaces communs, devint compliquée lorsque les conditions climatiques rigoureuses forcèrent tout le monde à rester confiné dans leurs abris séparés pendant plusieurs jours consécutifs. Ce qui était peut-être le plus révélateur, c'est que l'approche de la peste semblait accélérer le temps lui-même. Le processus graduel et réfléchi par lequel Beaumont avait développé ses innovations ne suffisait plus face aux changements rapides qu'exigeait ce nouveau niveau de menace. Les décisions qui étaient auparavant prises par discussion communautaire et expérimentation minutieuse devaient maintenant être prises rapidement, souvent avec des informations incomplètes et sous une pression qui laissait peu de place à l'approche collaborative qui avait été leur plus grande force. Pourtant, même si ces défis s'accumulaient, il y avait des signes que les liens forgés lors des premières adaptations de Beaumont avaient créé quelque chose de résilient et de durable. Les réseaux de communication chuchotés des enfants, qui avaient commencé comme un simple substitut aux espaces de sommeil partagés, étaient devenus un système sophistiqué capable de transmettre rapidement des informations dans toute la communauté. Les soignants bénévoles, bien que débordés, avaient développé des compétences et des connaissances qui les rendaient remarquablement efficaces, même sous pression. Le plus important était que la communauté avait appris à s'adapter rapidement sans perdre son caractère essentiel. Là où d'autres villages auraient pu répondre à une menace accrue par une fragmentation complète ou une peur paralysante, Beaumont continuait de chercher des solutions qui préservaient à la fois la sécurité et l'humanité. Lorsque l'aube se leva enfin, baignant tout de sa lumière dorée, ils découvrirent quelque chose qui allait changer le monde. Alors que la lumière pâle du matin se répandait sur le village de Beaumont couvert de givre comme une bénédiction délicate, quelque chose de merveilleusement beau devint visible, qui allait éclairer tout ce qui concernait la survie, la résilience et le pouvoir inébranlable de la connexion humaine. Marguerite, qui avait maintenu sa veille aimante tout au long des heures silencieuses, sortit de son abri douillet pour être témoin d'un spectacle qui semblait touché par la lumière des étoiles. Le réseau gracieux des espaces de sommeil, les arrangements familiaux soigneusement adaptés, les innovations communautaires qui avaient grandi sous la pression. Tout cela n'avait pas seulement survécu, mais avait fleuri en quelque chose qui dépassait même ses rêves les plus merveilleux. Le premier miracle était évident pour quiconque avait des yeux pour voir. Là où d'autres communautés avaient été dévastées par la dernière offensive de la peste, Beaumont avait non seulement survécu, mais avait maintenu son caractère essentiel et ses connexions tout au long de l'épreuve. Les familles qui avaient passé des mois à apprendre à équilibrer protection et connexion avaient découvert que cet équilibre n'était pas seulement une stratégie de survie, mais un mode de vie profond qui créait une résilience au-delà de tout ce qu'elles avaient pu imaginer. Mais la révélation plus profonde était quelque chose qui ne pouvait être comprise que par ceux qui avaient vécu toute la transformation. Les adaptations qui avaient commencé comme des réponses désespérées à une menace extérieure avaient évolué en quelque chose de bien plus significatif. Une nouvelle compréhension de la façon dont les communautés humaines pouvaient prospérer, même dans les circonstances les plus difficiles. Claire, la femme du boulanger, se tenait sur le seuil de l'espace de sommeil de sa famille et s'émerveillait de ce qu'elle voyait autour d'elle. Les distances soigneusement maintenues, qui avaient autrefois semblé des sacrifices douloureux, ressemblaient maintenant aux éléments d'une danse, une chorégraphie de soins qui permettait à chaque membre de la famille d'être pleinement lui-même tout en restant profondément connecté à l'ensemble. Ces enfants, qui avaient appris à chuchoter leur amour à travers l'espace plutôt que de partager le même lit, avaient développé une intimité et une attention l'un envers l'autre plus profonde que la simple proximité physique n'avait jamais pu procurer. Antoine, le charpentier dont les compétences avaient rendu possible tant d'innovations communautaires, réalisa que les structures qu'il avait construites étaient bien plus que de simples abris. Elles étaient devenues la manifestation physique d'une nouvelle façon de comprendre les relations familiales et communautaires. Les murs et les barrières qui auraient pu sembler être de la séparation avaient en réalité créé des espaces où l'identité individuelle pouvait s'épanouir alors que les liens communautaires se renforçaient. Le père Benoît, dont le guidance spirituelle avait été si cruciale tout au long de leur parcours, se retrouva à comprendre pour la première fois le sens le plus profond des enseignements de sa foi sur l'amour et le sacrifice. La communauté avait appris à exprimer l'amour non pas par la possession ou le contrôle, mais par la volonté de créer de l'espace pour que chacun puisse être en sécurité et entier. Leurs arrangements de sommeil étaient devenus une forme de prière, une pratique quotidienne de choix du bien-être des autres au-delà de leur propre confort immédiat. Les enfants de Beaumont avaient peut-être appris les leçons les plus profondes de toutes. Leur réseau de communication chuchoté leur avait enseigné que la véritable connexion ne nécessite pas la proximité physique, mais plutôt l'attention, le soin et l'engagement à rester présents les uns pour les autres, même à distance.
Ils découvrirent que se sentir en sécurité et aimé ne signifie pas être contrôlé ou limité par ceux qui s'en soucient, mais être fait confiance pour prendre soin de soi-même au sein d'un réseau de soutien mutuel. Marguerite, marchant lentement dans le village tandis que la lumière du matin s'intensifiait, se sentait témoin de quelque chose qui semblait transcender les circonstances immédiates de survie à la peste. La communauté n'avait pas seulement trouvé un moyen de traverser la crise, elle avait découvert une façon de vivre plus authentique, plus durable et plus profondément satisfaisante que ce qu'elle connaissait, avant que la peste ne la force à examiner et transformer ses suppositions les plus fondamentales sur la vie familiale et communautaire. Le succès n'était pas seulement mesuré par les vies sauvées, bien que cela soit déjà suffisant pour justifier tout ce qu'ils avaient enduré. Le succès le plus profond était visible dans la qualité des connexions entre les personnes qui avaient appris à aimer de manière plus habile. Les maris et épouses qui avaient été forcés de dormir séparément redécouvrirent l'art de la conversation et le plaisir de vraiment se voir comme des individus. Les enfants qui apprirent à se réconforter dans leurs propres espaces de sommeil développèrent une confiance et une autosuffisance qui leur serviraient toute leur vie. Plus remarquablement encore, la communauté apprit que sécurité et connexion n'étaient pas des opposés, exigeant un compromis constant, mais des qualités complémentaires qui pouvaient se renforcer mutuellement lorsqu'abordées avec sagesse et créativité. Les arrangements physiques qui les protégèrent de la maladie créèrent aussi des opportunités de croissance émotionnelle et spirituelle qui n'auraient pas été possibles dans leurs arrangements antérieurs, plus conventionnels. Les innovations du village créèrent aussi un modèle qui pouvait être partagé avec d'autres communautés faisant face à des défis similaires. Les délégations qui vinrent apprendre les approches de Beaumont découvrirent qu'elles ne recevaient pas seulement des conseils pratiques, mais étaient invitées à une nouvelle compréhension de ce que la communauté humaine pourrait devenir lorsque les gens s'engagent dans l'épanouissement individuel et le bien-être collectif. À medida que a notícia do sucesso de Beaumont se espalhava pela região, a aldeia tornou-se símbolo de esperança, que transcendia o contexto imediato de sobrevivência à peste. Aqui estava a prova de que os seres humanos poderiam enfrentar seus medos mais profundos e desafios mais impossíveis sem perder sua essência humana. Na verdade, eles poderiam emergir de tais provações mais plenamente humanos do que eram antes. O triunfo não era apenas sobre as técnicas que haviam desenvolvido, embora essas fossem importantes e seriam lembradas e adaptadas por comunidades por gerações. Le triomphe le plus profond portait sur la découverte que l'amour lui-même pouvait être purifié et renforcé à travers le creuset des épreuves, que les familles et communautés pouvaient devenir plus véritablement elles-mêmes en apprenant à se tenir avec une protection féroce et un espace généreux. Antoine se tenait au centre du village lorsque le soleil atteignit son point le plus haut à midi. Entouré par les structures qu'il avait aidé à construire et par les personnes dont les vies avaient été sauvées par leurs innovations collectives. Mais ce qui le remplissait de la plus profonde satisfaction n'était pas l'évidence physique de leur succès, mais la qualité d'attention et de soin qu'il pouvait voir dans chaque interaction autour de lui. Des adultes interagissant les uns avec les autres avec une profondeur de présence et d'appréciation qui avait été rare dans l'intimité plus décontractée de leurs vies antérieures. Marguerite tenait des registres détaillés du voyage de sa communauté à travers la crise de la peste, non pas parce qu'elle anticipait que leurs approches deviendraient largement connues, mais parce qu'elle avait l'intuition que ce qu'ils avaient appris était trop précieux pour risquer de le perdre. En révisant ses notes cet après-midi-là, elle réalisa qu'ils avaient essentiellement découvert comment créer une communauté qui pouvait rester simultanément sûre et aimante, à la fois protectrice et libre, à la fois individuelle et connectée. Cependant, la découverte la plus remarquable attendait encore de se déployer. Quelque chose qui transformerait non seulement la façon dont ils dormaient, mais comment ils comprenaient le sens même de la famille et de la communauté. Alors que les saisons dansaient à leur cycle éternel et que la vie à Beaumont s'établissait dans ses nouveaux et beaux rythmes, la sagesse qui avait fleuri de leurs plus grands défis commençait à révéler son trésor intemporel. Ce qui avait commencé comme des adaptations aimantes évolua vers des aperçus profonds sur le repos, la famille et la communauté qui béniraient la façon dont les gens vivraient pendant des générations. La connaissance qu'ils avaient acquise n'était pas seulement sur survivre aux difficultés, mais sur l'art sacré de prospérer ensemble. Les arrangements de sommeil qui avaient sauvé leur vie pendant la crise leur enseignèrent des leçons profondes sur la nature du véritable repos. Les familles découvrirent que la qualité du sommeil n'était pas mesurée simplement par le nombre d'heures passées inconscientes, mais par la profondeur de sécurité et de paix qui rendait la véritable restauration possible. Les enfants qui apprirent à dormir avec confiance dans leurs propres espaces, tout en restant connectés à leur famille, développèrent une relation avec le repos qui était à la fois indépendante et sûre. Marguerite, désormais reconnue comme gardienne d'une sagesse cruciale,
a commencé à documenter systématiquement ce qu'ils avaient appris sur les pratiques de sommeil qui soutenaient à la fois le bien-être individuel et la santé communautaire. Elle a observé que les familles qui avaient maintenu leur routine du soir de connexion tout en adaptant leurs arrangements physiques avaient des enfants qui dormaient plus profondément et se réveillaient plus reposés que celles qui avaient simplement imposé l'isolement sans le remplacer par d'autres formes d'intimité. La pratique du sommeil segmenté qui avait été perturbée pendant les mois de crise était revenue, mais sous des formes modifiées, qui incorporaient leur nouvelle compréhension du repos comme une activité à la fois personnelle et communautaire. Les familles continuaient à vivre l'éveil naturel qui survenait au milieu de la nuit, mais maintenant elles utilisaient ces périodes pour différents types de connexions. Des conversations tranquilles à travers les espaces de sommeil, une prière ou une réflexion individuelle, et une forme d'écoute du village qui était devenue presque méditative. Claire et Jacques, le boulanger et sa femme, ont découvert que leur relation avait été renforcée plutôt qu'affaiblie par l'apprentissage de dormir séparément pendant la crise. Les conversations qu'ils avaient développées pour maintenir l'intimité à travers la distance physique leur avaient appris à vraiment s'écouter d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue durant leurs années antérieures de lit partagé et de proximité physique spontanée. Lorsqu'ils sont finalement revenus à dormir dans le même espace, ils ont apporté ces compétences avec eux, créant une qualité de présence et d'attention qui a rendu leur intimité physique plus significative qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Les enfants du village avaient peut-être appris les leçons les plus transférables de tous. Les compétences de communication qu'ils avaient développées pour maintenir la connexion à travers les espaces de sommeil leur ont été utiles. Dans toutes sortes de situations où ils devaient franchir des différences, résoudre des conflits, ou simplement maintenir des relations à travers diverses distances. Ils avaient appris qu'être proche de quelqu'un n'était pas principalement une question de proximité physique, mais d'attention émotionnelle et de véritables soins. Antoine continuait à affiner et à adapter les structures physiques qui avaient rendu leur survie possible. Mais maintenant il comprenait que la véritable architecture qu'il avait été en train de créer était sociale et émotionnelle plutôt que simplement matérielle. Les espaces de sommeil avaient été importants, mais ce qui importait le plus était le réseau de relations et les pratiques de soins que ces espaces avaient rendus possibles. Ses compétences d'artisan avaient évolué vers quelque chose de plus proche du travail d'un concepteur social, quelqu'un qui pouvait créer des environnements physiques qui soutenaient les meilleures possibilités humaines. Le père Benoît avait incorporé les expériences de la communauté dans sa compréhension théologique d'une manière qui a enrichi son orientation spirituelle pendant des années à venir. L'équilibre entre l'autonomie individuelle et la connexion communautaire qu'ils avaient découvert à travers leurs arrangements de sommeil est devenu un modèle pour comprendre la relation entre la foi personnelle et le culte communautaire, entre la pratique spirituelle individuelle et la vie religieuse collective. De manière remarquable, la sagesse qu'ils avaient développée sur le sommeil a commencé à influencer d'autres aspects de la vie communautaire à Beaumont. Les mêmes principes qui avaient guidé leurs arrangements de sommeil en temps de crise. Maintenir la connexion tout en assurant le bien-être individuel, équilibrer la protection avec l'ouverture, créer de l'espace pour la solitude et l'unité, ont commencé à façonner leur approche de tout, des arrangements de travail à la résolution des conflits, en passant par l'éducation des enfants. Les rassemblements du soir qui avaient remplacé leurs pratiques antérieures des routines familiales individuelles du coucher ont évolué en une riche tradition de narration communautaire, de musique partagée et de réflexion collective qui est devenue l'un des aspects les plus précieux de la vie sociale de Beaumont. Les enfants qui ont grandi avec ces rassemblements ont développé un sentiment d'appartenance à la communauté plus large qui complétait leurs liens familiaux, plutôt que de les concurrencer. Les villages voisins ont commencé à adapter non seulement les techniques de survie en cas de peste de Beaumont, mais aussi leurs approches plus larges du sommeil et du repos. La compréhension que les espaces de sommeil individuels pouvaient améliorer plutôt que menacer l'intimité familiale s'est répandue dans la région, ainsi que les pratiques de rassemblement communautaire du soir et les compétences de communication qui maintenaient la connexion à travers la distance physique. La documentation de Marguerite sur leurs expériences est devenue de plus en plus détaillée et sophistiquée à mesure qu'elle reconnaissait que ce qu'ils avaient appris avait des applications bien au-delà de la survie en temps de crise. Elle a commencé à articuler des principes sur le sommeil, le repos et la vie communautaire qui abordèrent des questions fondamentales sur le bien-être humain. Combien de proximité était saine dans les relations familiales? Quelles étaient les conditions optimales pour un repos véritablement réparateur? Comment les communautés pouvaient-elles maintenir à la fois l'autonomie individuelle et le soin collectif? Les perspectives qui ont émergé de l'expérience de Beaumont ont commencé à influencer même la conception de nouvelles maisons et espaces communautaires dans leur région. Les architectes et les constructeurs ont commencé à incorporer des idées sur les arrangements de sommeil flexibles,
des espaces qui pouvaient accueillir à la fois la solitude et le rassemblement, et des environnements physiques qui soutenaient les types de communication et de connexion que les villageois avaient découverts comme étant si cruciaux pour la survie et l'épanouissement. Peut-être le plus significativement, les enfants qui avaient grandi pendant la transformation de Beaumont ont porté avec eux à l'âge adulte un ensemble de compétences et de compréhension qui les ont rendus remarquablement efficaces pour créer des relations et des communautés saines partout où ils allaient. Ils avaient appris par l'expérience directe que l'amour et la sécurité n'étaient pas des valeurs conflictuelles exigeant des compromis difficiles, mais des aspects complémentaires de la vie, qui pouvaient se renforcer mutuellement lorsqu'abordés avec sagesse et créativité. En vous installant dans votre repos paisible ce soir, emportez avec vous cette douce sagesse. En vous installant dans le confort de votre lit moderne ce soir, entouré par la sécurité que des siècles de progrès humains ont créée, prenez un moment pour apprécier le chemin que nous avons parcouru ensemble à travers ce coin accueillant de l'histoire. Nous avons entrepris de découvrir pourquoi le sommeil était autrefois l'heure la plus dangereuse de l'humanité. Et maintenant vous comprenez l'histoire profonde, comment les familles médiévales ont transformé leurs plus grandes menaces en sagesse, qui nous protège encore aujourd'hui. Vous vous reposez maintenant dans un monde où le sommeil est devenu le sanctuaire paisible qu'il a toujours dû être, grâce aux connaissances, à l'amour et à la sagesse accumulée de générations qui ont affronté leurs défis et les ont transformés en cadeaux pour l'avenir. Imaginez-vous vous enfonçant dans votre matelas moelleux, tirant peut-être une couverture propre et chaude jusqu'au menton, respirant un air libre des menaces invisibles qui hantaient autrefois l'obscurité. Votre chambre est un sanctuaire que les familles médiévales pouvaient à peine imaginer, avec température contrôlée, bien ventilée, privée, mais connectée à un monde d'aide et de soutien qui est toujours à un instant de distance. Le simple acte de s'allonger pour se reposer, qui exigeait autrefois une planification si soigneuse et une coopération communautaire, est maintenant vôtre à savourer avec la facilité insouciante qui vient de vivre en des temps plus sûrs. En vous préparant à plonger dans un sommeil tranquille, vous portez avec vous les profonds trésors que ces âmes médiévales sages ont découverts dans leurs heures les plus transformatrices. Vous avez été témoin de comment les communautés humaines peuvent transformer leurs plus grands défis en opportunités de sagesse plus profonde, comment les familles peuvent devenir plus fortes et connectées lorsqu'elles sont bénies par une croissance significative, et comment la capacité humaine fondamentale d'amour et de créativité peut s'épanouir magnifiquement quand elle a la chance de briller. Les gens de Beaumont et d'innombrables communautés comme elle à travers l'Europe médiévale nous enseignent que la survie ne concerne pas seulement la résistance individuelle, mais notre capacité à maintenir et renforcer les liens qui nous connectent les uns aux autres. Ils ont découvert que la véritable sécurité ne vient pas de l'isolement, mais de l'équilibre habile entre protection et connexion, indépendance et interdépendance, prudence et courage. Tandis que votre respiration s'approfondit et que votre esprit commence à libérer les préoccupations du jour, souvenez-vous que la paix que vous ressentez a été construite sur les sacrifices et les innovations de ceux qui vous ont précédés. Les familles médiévales qui ont appris à dormir séparément pour rester ensemble, qui ont murmuré leur amour à travers les distances pour maintenir leur connexion vivante, qui ont créé de nouvelles formes d'intimité quand les anciennes sont devenues dangereuses. Tous ont contribué au monde qui rend votre repos possible ce soir. Pensez à Marguerite, la sage guérisseuse dont les observations attentives et le leadership communautaire ont sauvé tant de vies. Son dévouement à documenter ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, son engagement à trouver des solutions qui préservèrent l'humanité tout en assurant la survie, sa disposition à s'adapter et innover dans les pires circonstances. Toutes ces qualités vivent dans les connaissances médicales et les pratiques de santé publique qui vous protègent pendant votre sommeil. Souvenez-vous de Antoine, dont les compétences de menuiserie ont créé les espaces physiques qui ont permis aux familles d'équilibrer sécurité et connexion. Sa compréhension que le véritable artisanat sert aux relations humaines, pas seulement au confort humain, sa disposition à reconstruire et s'adapter selon l'évolution des circonstances, sa reconnaissance que les structures les plus importantes que nous créons ne sont pas seulement physiques, mais sociales et émotionnelles. Ces perceptions continuent d'influencer la façon dont nous concevons nos maisons et communautés aujourd'hui. Considérez Sarah et Jacques, dont le mariage fut renforcé, et non affaibli, par l'apprentissage de s'aimer à travers les distances que la crise exigeait. Leur découverte que la véritable intimité n'est pas diminuée par la séparation physique, mais peut en fait être approfondie par les compétences d'attention, de communication et de soins mutuels qu'une telle séparation exige. Cette sagesse enrichit d'innombrables relations dans notre monde contemporain. Et pensez surtout aux enfants de Beaumont, qui ont appris que sécurité et indépendance pouvaient se soutenir, plutôt que se menacer l'une l'autre. Leur réseau de communication chuchotait, leur jeu qui transformait l'anxiété en aventure,
leur adaptation à des arrangements de sommeil qui honoraient à la fois leurs besoins de sécurité et leur autonomie croissante, toutes ces expériences d'enfance ont créé des adultes qui portaient en avant une compréhension plus habile de comment équilibrer les besoins individuels avec le bien-être collectif. Les pratiques de sommeil que vous tenez pour acquises ce soir, votre chambre privée, votre lit individuel, votre liberté de vous reposer sans crainte de menaces invisibles, représentent l'aboutissement de siècles d'apprentissage humain sur ce que signifie créer un repos véritablement réparateur. Les connaissances médicales qui vous protègent, les structures sociales qui garantissent votre sécurité, les systèmes économiques qui procurent votre confort, tous ont leurs racines dans la sagesse durement acquise de communautés comme Beaumont, qui ont appris par l'expérience directe ce qui est nécessaire pour créer les conditions où les êtres humains peuvent vraiment prospérer. Cependant, le cadeau le plus précieux que ces communautés médiévales offrent à votre repos d'aujourd'hui réside dans cette démonstration. Les êtres humains peuvent affronter n'importe quelle épreuve sans perdre leur humanité fondamentale. Dans votre lit confortable ce soir, vous reposez non seulement dans une sécurité physique, mais dans la connaissance issue de leur exemple, que l'amour est plus fort que la peur, que la créativité peut triompher de toute contrainte, et que les communautés humaines peuvent transformer leurs plus grandes épreuves en opportunités de sagesse plus profonde et de modes de vie ensemble plus habiles. Alors que le sommeil vous gagne doucement, laissez-vous envelopper non seulement par le confort physique de votre chambre moderne, mais aussi par la présence invisible de tous ceux qui vous ont précédés. Les familles de médiévales qui ont appris à dormir en sécurité, les communautés qui ont découvert de nouvelles façons de prendre soin les unes des autres, les individus qui ont choisi encore et encore de faire face à leurs peurs avec courage et de transformer leurs défis en sagesse. Votre repos ce soir est leur cadeau pour vous, et votre sommeil paisible est un hommage à leur mémoire. En choisissant de fermer les yeux sans crainte, de faire confiance à la sécurité de votre environnement et à celle de votre communauté, vous rendez hommage à tous ceux qui ont œuvré si ardemment pour créer les conditions rendant une telle confiance possible. Les leçons qu'ils ont apprises sur le sommeil, que le véritable repos nécessite à la fois une sécurité physique et une connexion émotionnelle, que le bien-être individuel et la santé communautaire se soutiennent mutuellement, que l'amour peut trouver une expression même dans les circonstances les plus contraignantes, continue de nous guider dans la création des conditions d'un repos véritablement réparateur. Ainsi, alors que vous vous abandonnez aux derniers instants de veille, souvenez-vous que votre sommeil de ce soir vous rattache à la grande chaîne de l'expérience humaine, à tous ceux qui ont cherché le repos avant vous, et à tous ceux qui reposeront après vous. Vous dormez non pas seul, mais comme faisant partie de la vaste famille humaine qui a toujours trouvé des moyens de créer la sécurité, le confort et la connexion, même face à l'inconnu. De doux rêves vous attendent maintenant, des rêves rendus possibles par le courage de ceux qui ont affronté leurs cauchemars et les ont transformés en sagesse, par l'amour de ceux qui ont choisi la connexion plutôt que l'isolement, et par l'espoir de ceux qui croyaient que les êtres humains pouvaient créer un monde meilleur pour ceux qui viendraient après eux. Ce soir, alors que vous reposez dans la sécurité qu'ils ont aidé à créer, vous portez en avant leur cadeau le plus précieux, la compréhension que même nos défis les plus sombres peuvent devenir des sources de lumière pour les autres. Peut-être pourriez-vous aussi, à votre façon paisible, saisir l'opportunité de transformer les difficultés en sagesse, de privilégier l'amour à la peur, de créer des espaces où sécurité et connexion peuvent s'épanouir ensemble. Reposez-vous bien, cher auditeur, enveloppé par la présence invisible de tous ceux qui vous ont précédés, et apaisé par la certitude que votre sommeil paisible honore leur mémoire. Votre repos ce soir est à la fois un cadeau du passé et une offrande douce au futur, un moment de paix dans la grande histoire continue des êtres humains, apprenant à prendre soin les uns des autres à travers les siècles. Bonne nuit,